Bonsoir et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO pour ce mardi des Bernardins. Nous sommes en direct du grand amphithéâtre du Collège des Bernardins pour 52 minutes d'antenne et je salue également le public présent ce soir. Alors avec cette émission, nous clôturons notre cycle de débats télévisés consacré à la place de l'homme dans l'histoire de l'univers et de la vie. Un cycle réalisé, je le rappelle, en partenariat avec l'Institut de paléontologie humaine. Après avoir réfléchi sur certains aspects de l'homme au sein de l'environnement, après nous être interrogés sur la possibilité de mesurer la pensée, nous vous proposons avec cette troisième soirée d'aborder la question suivante: les nouvelles technologies vont-elles réinventer l'homme? Alors, je vous présente tout de suite quelques-uns de mes invités. À ma gauche, Jean-Claude Amezen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin et professeur d'immunologie, je vais trop vite, à l'université Paris 7, également président du comité d'éthique de l'INSERM depuis 2003. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je citerai La sculpture du vivant, le suicide cellulaire ou la mort créatrice, paru aux éditions du Seuil en 1999. Cet ouvrage est également disponible en livre de poche. Autre ouvrage, Dans la lumière et les ombres, Darwin et le bouleversement du monde, aux éditions Fayard, est paru plus récemment en 2008. Enfin, je précise que vous animez depuis la rentrée une émission sur France Inter qui passe, je pense, le samedi matin, intitulée Sur les épaules de Darwin, une passionnante émission. À vos côtés, Jean-Michel Beignet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Paris 4. Vous êtes également membre du CREA. Le CREA, c'est le Centre de recherche en épistémologie appliquée. Vous êtes membre du comité d'éthique du CNRS. Parmi vos ouvrages, je citerai L'histoire de la philosophie moderne et contemporaine, également disponible en poche, et aussi Demain, les post-humains, paru chez Fayard l'année dernière. Avant de débuter notre échange quant à la question posée ce soir, je vous propose, en guise d'introduction au sujet, de faire la connaissance de Bernard Bail, ingénieur et maître de conférences, bonsoir, à l'Université de Strasbourg. En préparant cette émission, nous avons pensé que la découverte de votre domaine de recherche pourrait être un exemple très concret pour les téléspectateurs de ce que sont aujourd'hui les nouvelles technologies dans le domaine de la médecine. Je précise que vous êtes en train de monter à l'école de physique de Strasbourg un diplôme d'ingénieur sur les technologies de l'information et de la communication appliquées à la santé. Alors, votre domaine, c'est celui de la robotique médicale, mais j'aimerais que vous précisiez tout de même en quelques mots votre métier finalement, ce que vous cherchez. Voilà. Alors en fait, il s'agit de développer des systèmes, de les concevoir, de les piloter pour qu'ils puissent assister des praticiens. Donc le constat qui a été fait il y a quelque temps, c'est que la salle d'opération devient un lieu de plus en plus technologique. On a beaucoup d'outils, d'imagerie notamment. Et avec ces développements sont apparues des procédures médicales dans les 20 dernières années qui sont relativement plus complexes et pour lesquelles on accède à l'intérieur du corps humain par des orifices qui sont de plus en plus petits. Alors, associé à ces problématiques, donc beaucoup d'imagerie, également accès au corps humain par des mouvements plus limités, se sont posées les questions de savoir si on était capable de restituer aux praticiens finalement une façon d'opérer qui serait plus naturelle, qui était celle qu'ils connaissaient auparavant quand ils faisaient la chirurgie ouverte. Et donc, on s'est intéressé à l'aider à retrouver ses repères dans l'espace, étant donné qu'il ne voit plus l'intérieur du patient que par des caméras. Et on s'est intéressé aussi à lui redonner une certaine dextérité en l'assistant par des outils un peu plus avancés que les outils qui avaient été développés pour les pratiques manuelles. Alors Bernard Bail, j'ai envie de vous demander tout de suite finalement quelles sont les avancées majeures actuelles dans le domaine de la robotique médicale. Alors en fait,
si on fait très très vite l'historique de la robotique médicale, les premières idées ont été d'appliquer les techniques de la robotique industrielle à la pratique médicale, c'est-à-dire qu'on a profité pleinement de la grande précision et la grande rigidité de ces systèmes-là pour faire des opérations telles que, par exemple, la préparation d'une pose de prothèse de genou ou alors des opérations de neurochirurgie qui nécessitaient des placements très précis. Néanmoins, les robots qui sont utilisés dans ce contexte-là ne sont pas du tout des robots qui peuvent cohabiter facilement avec le patient, avec l'humain, dans un contexte plus mobile, on va dire. Et le deuxième temps de la robotique médicale a été de s'intéresser à des opérations qui étaient moins rigides. Voilà. Alors simultanément sont apparues les techniques de la paroscopie en grand développement, où les chirurgiens accèdent à l'intérieur de la paroi abdominale en pratiquant des petites incisions, une pour passer la caméra, qui était initialement au bout d'un tube rigide, et 2 incisions pour passer les outils. Donc, cette problématique de donner une vision indirecte et de restituer finalement des gestes complètement différents, puisque quand on passe par un point fixe, on inverse les gestes entre la droite et la gauche pour le praticien. Immédiatement, ça a évoqué des choses aux roboticiens et on s'est intéressé à ça. Donc sont apparus à ce moment-là des systèmes robotisés et on peut finalement dire que c'est la principale grande réussite de la robotique médicale à ce jour. Les systèmes robotisés permettant, disons, avec un certain nombre de bras robotiques, de déporter le chirurgien de sa zone de travail habituelle et de l'immerger dans un environnement où, par exemple, on pourrait lui donner une position de manipulation qui est bien plus dextre. On pouvait aussi lui restituer la sensation de profondeur qu'il perd en utilisant une simple caméra et par ailleurs lui restituer des mobilités au niveau des mains. Voilà. Alors vous me disiez en préparant cette interview que les fantasmes liés aux nouvelles technologies médicales étaient nombreux et très fréquents chez les patients ou chez les gens que vous rencontrez. Pourquoi selon vous et puis quels sont ces fantasmes finalement? Alors en fait les fantasmes c'est très simple, c'est bon. La robotique a quand même nourri l'imaginaire de pas mal de monde. Le fait est qu'aujourd'hui, les tendances fortes dans la robotique médicale sont de développer des systèmes qui, à l'opposé un peu de ce que j'ai dit précédemment, sont des systèmes très dédiés à la tâche qu'ils vont effectuer, où on restitue les fonctionnalités minimales pour effectuer ces tâches. Et donc, peu ou prou, on peut considérer qu'il ne s'agit que d'outils plus évolués. Et il n'y avait aucune raison qu'on n'en arrive pas à ce stade-là, vu qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, les outils utilisés en médecine étaient vraiment quelque part antiques en comparaison, par exemple, des technologies déployées pour l'imagerie. Et ces outils, la robotique médicale réinvente-t-elle aujourd'hui, selon vous, d'après ce que vous voyez, le rapport entre patients et médecins ? Alors, d'après ce que j'en vois, je ne suis pas médecin moi-même, d'après ce que j'en vois, je pense que non, pour une bonne raison. La gestion du patient par le médecin, le chirurgien, elle se fait avant et après aussi. Et donc, l'excès qu'on pourrait imaginer de technologie, aujourd'hui, il ne pose pas de problème réellement s'il est introduit correctement par le praticien. Donc, il m'a été donné d'assister à plusieurs interventions qui sont effectuées dans un scanner à rayon X ou à l'IRM. La prise en charge du patient reste quelque chose de très humain, tout à fait pour le rassurer et pour le mettre dans des conditions normales. À la limite, le patient est totalement en confiance vis-à-vis de ces problèmes-là. Si le praticien les utilise, c'est nécessairement, au sens du patient, que ce sont des systèmes qui lui apportent un bénéfice.
Bernard Bail, merci beaucoup. Le public vous retrouve tout à l'heure, dans environ 45 minutes, pour un débat. Et puis vous allez être remplacé à votre place par une nouvelle invitée. Alors je vous propose de revenir tout de suite à la question posée en début d'émission. Les nouvelles technologies vont-elles réinventer l'homme? Et je me tourne vers vous, Jean-Michel Beignet, afin de savoir quelle est votre approche de la question. Mon approche de la question est de prendre d'abord cette question au sérieux. Les nouvelles technologies, elles ont sans doute un privilège sur les anciennes, mais elles partagent avec les anciennes le fait qu'elles inventent l'homme, qu'elles ont inventé l'homme. Les paléoanthropologues ont toujours su montrer que l'hominisation était liée à la maîtrise d'outils, concurremment à la maîtrise ou à la domination du langage. L'homme est le produit des techniques. Homo habilis est le nom donné à cet homme qui va découvrir la taille des pierres, la taille des os, la taille de la corne, et qui va par conséquent créer des outils, lesquels outils vont le domestiquer lui-même aussi d'une certaine manière, puisque les premières techniques vont avoir un effet sur les postures corporelles, sur le mode d'organisation des hommes entre eux. Bref, la technique, elle est bel et bien porteuse de culture, parallèlement au langage. Donc la question que vous posez ce soir à propos des nouvelles technologies, eh bien, elle nous conduit à nous demander quelles sont donc ces nouvelles technologies qui nous conduiraient à reposer cette vieille question dont nous sommes le pur produit. Et de fait, il y a des technologies qui nous déconcertent et qui attirent notre attention sur le fait que peut-être l'homme est en train de casser quelque chose dans le continuum qui en avait fait un être de culture qui progressivement coévoluait avec son environnement. Pour préciser pour les téléspectateurs, aujourd'hui, quand on parle de nouvelles technologies, on parle de quoi? De biotechnologie, de nanotechnologie? On parle de tout ça, on parle des biotechnologies qui nous permettent déjà de naître autrement que par hasard. On parle évidemment des neurosciences qui nous permettent de ne plus souffrir ou de moins souffrir et qui ouvrent la perspective que nous augmentions nos performances cognitives, que nous élargissions notre mémoire. On parle des nanotechnologies qui nous laissent espérer le fait de ne plus vieillir. Et puis on parle de la robotique dont nous parlions à l'instant, on parle de l'informatique qui pourrait nous donner des clés absolument inimaginables, puisqu'on parle même de reculer la mort grâce à une technique particulière qui consisterait à télécharger le contenu de son cerveau sur des puces de silicium qu'on pourrait implémenter sur des machines ou sur d'autres corps. Bon, c'est ça. Et vous faites d'ailleurs allusion à la cryogénie dans votre livre. Je parle aussi de la cryogénie, mais la cryogénie, c'est simplement une technique qui consiste à se mettre au frigidaire en attendant qu'on ait réalisé ces techniques qui nous permettront effectivement d'obtenir la vie éternelle. Bon, c'est cet univers de fantasme qui n'est pas qu'un univers de fantasme, parce que toutes ces technologies qu'on décrit souvent comme étant en convergence, comme si elles poursuivaient le même but. Quel but? Inventer l'homme ou lui substituer autre chose à cet homme? Bon, eh bien, ces technologies convergentes, elles font l'objet d'investissements financiers massifs, de programmes de recherche tous azimuts. On y croit. Les armées américaines y croient et on est prêt à soutenir toutes les innovations qui pourraient aller dans ce sens-là. Donc, vous me demandiez quelle est l'approche du problème que je fais, c'est de me demander, mais qu'est-il donc arrivé à l'humanité pour qu'elle veuille non seulement courir après ces machines, mais peut-être se confondre avec ces machines? Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Ces technologies nouvelles constituent une cassure dans la manière dont l'homme se représentait à lui-même. Longtemps, l'homme pensait que les technologies le rendaient de plus en plus autonome. Aujourd'hui, il crée des machines qui sont autonomes et qui vont de plus en plus le prendre de vitesse
Et on nous annonce un monde dans lequel peut-être nous serons entourés d'objets intelligents, c'est-à-dire d'objets qui communiqueront entre eux, et nous regarderons passer les trains devant un univers qui aura créé une espèce d'autonomie qui nous réduira à l'élémentaire. Alors, vous l'écrivez également, il s'agit de dépasser la nature humaine, ni plus ni moins, l'obsession de s'arracher à la nature par laquelle on a souvent décrit l'esprit moderne, c'est donc transmuer en une aspiration à transgresser la nature humaine. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer justement ce que vous décrivez là ? Ce que je décris là, c'est d'abord le mouvement, disons, de culture de base qui a fait que les hommes ont voulu s'arracher au déterminisme naturel en aménageant leur environnement grâce aux sciences, grâce aux techniques. Donc ils se sont libérés de la nature. Ils en ont triomphé d'une certaine manière. Et puis, aujourd'hui, ça n'est plus la nature au sens environnemental du terme, mais c'est la nature humaine, c'est-à-dire cette passivité que nous sommes les uns pour nous-mêmes, que nous sommes chacun pour nous-mêmes. Nous sommes des êtres de nature parce que nous avons une passivité, nous naissons sans l'avoir voulu, et nous souffrons, et nous vieillissons, et nous mourrons. Donc cette finitude humaine, c'est ce avec quoi nous désirons en finir aujourd'hui. En finir avec la finitude, c'est pratiquement le programme de la technologie moderne. Alors, je vais vous laisser débattre un petit peu maintenant avec Jean-Claude Amezen, à qui je vais donner la parole pour connaître votre réaction justement par rapport à cette question de ce soir. Alors, il y a plein de dimensions dans cette question. L'une, c'est cette question de modification de la nature. Je veux dire, dans une perspective évolutionniste, biologique moderne, la nature ne cesse de se modifier elle-même. L'oxygène qui nous est indispensable et que nous respirons a été produit par des cyanobactéries depuis plus de 2 milliards d'années par leurs activités de photosynthèse. Donc la nature transforme la nature depuis l'origine. Et d'ailleurs, elle nous rend humbles parce que de ce que nous connaissons de l'évolution du vivant, nous sommes totalement incapables aujourd'hui de faire émerger un éléphant à partir d'une bactérie. Donc notre pouvoir est faible. Par contre, nous avons 2 caractéristiques. Nous pouvons faire des choses vite, là où naturellement elles prennent du temps, et nous avons une responsabilité. Et donc je crois que c'est plus notre responsabilité vis-à-vis de ces questions de technique et de transformation éventuellement de l'homme que notre pouvoir. Et nous sommes souvent fascinés par notre pouvoir plus que par notre responsabilité. Un mot aussi sur réinventer l'homme ou la nature humaine, que Jean-Michel évoquait. Là encore, si on se place dans une perspective évolutionniste, je trouve intéressant pour Darwin, ce qui avait fait émerger l'homme, l'être humain, l'humanité à partir d'ancêtres non humains, c'était 2 choses pour lui. Le soin parental, le fait que des mères commencent à s'occuper de nouveau-nés fragiles qui mourraient si on s'en occupait pas, et c'était le choix du partenaire sexuel et donc des interactions. Donc c'est l'intersubjectivité, c'est la capacité d'exprimer des émotions et de les ressentir, la sympathie, l'empathie, le souci de l'autre, qui pour lui est l'origine de la nature humaine. Et non seulement pour lui c'est l'origine de la nature humaine, mais c'est ce qu'il appelle la part la plus noble de notre nature, et qui traduit par quelque chose qui renvoie à l'Ancien Testament ou aux Évangiles, et qui traduit de la façon ce que tu voudrais que d'autres te fassent, fais-le pour eux. Donc c'est ça pour lui la nature humaine. Et la question c'est, est-ce que le développement technique, est-ce que le développement de la maîtrise de plus en plus grande d'une partie de la nature et de ce qui nous constitue en tant qu'être vivant modifie cette nature humaine, si nous considérons que cette nature humaine, c'est cette capacité à échanger avec le monde intérieur des autres. Alors je pense que le développement technique a beaucoup changé les choses, mais de manière longtemps avant les grandes techniques, changé des représentations profondes. La vaccination fait qu'il n'était plus normal, en tout cas dans les pays où elle est disponible, que la moitié des enfants meurent en bas âge. L'asepsie et la gynécologie a fait qu'il n'était plus normal et inévitable de mourir en donnant la vie. L'écriture, les communications, la radio et Internet a fait que nos façons d'échanger se sont modifiées. Et Jean-Michel parlait de la mort, mais au fond, la réanimation, dans une période un peu plus ancienne, a fait que ce qui était inéluctablement la mort, qui était l'arrêt cardiaque et respiratoire, n'était plus obligatoirement la mort. Alors, est-ce que ça a transformé profondément la nature humaine ? Moi, je crois qu'il y a des transformations très profondes qui ont émergé, qui n'ont rien à voir directement avec la technique. L'abolition de l'esclavage,
c'est-à-dire d'une époque depuis longtemps où c'était l'autre qui était utilisé comme instrument technique. L'esclavage, c'est utiliser quelqu'un d'autre comme instrument technique. Les droits de la femme, le droit de vote des femmes sont des avancées majeures qui n'ont pas de relation directe, même si on peut penser leur relation indirecte, avec le progrès des techniques. Et donc je crois que je ne sais pas, par rapport à nos progrès techniques qui soulagent nos souffrances, qui ont changé énormément de choses, qui permettent de guérir des maladies, qui permettent de prolonger la vie, si les avancées majeures que nous avons fait en termes de comportement humain ne sont pas d'une autre dimension. Darwin disait, quand des êtres humains sont séparés de nous par de grandes différences d'apparence ou d'habitude, combien le temps est long avant que nous ne les considérions comme nos semblables. Et peut-être qu'une des grandes avancées de ces siècles, c'est cette espèce de proximité plus grande, si je reviens à la nature humaine, c'est-à-dire le fait de ne pas scinder le monde entre nous qui interagissons, qui sommes co-responsables, et ceux qu'on appelle les autres. Il y a quelque chose qui me frappe aussi au niveau technique, c'est que quand nous regardons, il est évident que quelqu'un qui vivait il y a 30 000 ans regarderait ce monde comme un monde très étrange. Mais quand on regarde la grotte Chauvet il y a 30 000 ans ou la grotte de Lascaux il y a 17 000 ans, je ne suis pas sûr qu'en termes d'art, de perception du monde, sans doute de rêve et de représentation, nous soyons très différents avec tous nos progrès technologiques de ce que nous étions à l'époque, même si nos représentations ont sans doute beaucoup évolué. Et je me demande si un des aspects majeurs des techniques qui bouleversent les choses, qui transforment profondément les choses, c'est pas notre difficulté à ne pas être maîtrisé par elles, mais à les maîtriser d'une telle manière qu'elles puissent être mises au service de la personne. Tout à l'heure, on entendait parler de la robotique médicale. C'est vrai qu'une des tendances, au fur et à mesure que la médecine devient scientifique et technique, c'est de perdre en chemin la personne. Comment faire en sorte que toutes ces techniques qui sauvent des vies, qui améliorent toute une série de situations, soient mises au service des personnes et ne représentent pas une forme d'appauvrissement ou d'emprisonnement. Et puis il y a un autre point qui me paraît important au niveau de la technique, c'est que, je le disais au début, elle nous rend responsables. Je vais prendre un exemple. Il y a 1 million, l'OMS nous dit qu'il y a 1 700 000 personnes qui sont mortes en 2009 de tuberculose. 2 millions sont mortes de sida et 2 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts de pneumonie, dont l'OMS nous dit que nous avons les moyens de les prévenir et de les empêcher. Et donc ces 6 millions de personnes et d'enfants ne sont pas, à partir du moment où nous avons un progrès technique, on ne peut pas dire qu'ils sont morts d'infection virale ou bactérienne, ils sont morts d'une absence de solidarité humaine. Et donc, d'une certaine façon, le pouvoir que nous avons de modifier le cours des choses vient pas simplement avec une fascination de ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes, mais d'une responsabilité. Et pour terminer sur cette question de la nature humaine, il y a un très beau passage d'un écrivain, un grand écrivain anglais d'origine nigériane, qui s'appelle Ben Okri, dans un livre qui s'intitule « A Way of Being Free », une façon d'être libre, dans laquelle il dit que la science progresse, fait des avancées extraordinaires dans la compréhension du monde, dans la production des techniques, mais que peut-être ce qu'il y a de plus étrange et de plus banal, c'est que nous n'avons toujours pas compris la signification de ce qu'est être humain et de ce qu'est être humain en tant que collectivité. Et donc je crois que une des questions importantes vis-à-vis des techniques, c'est que je ne sais pas si ça nous change, mais que ça n'altère pas cette part la plus noble de notre nature, qui, quelles que soient les configurations que nous prenons, nous permet d'interagir. Et je crois qu'il y a quelque chose dans le développement technique qui est important pour terminer, c'est qu'elle fait appel à l'expertise. Et nous voyons, et Jean Leonetti en parlera, que chaque fois que nous considérons qu'un sujet est vraiment important, eh bien nous considérons qu'il est au-delà de l'expertise. Nous considérons qu'il faut une instance éthique multidisciplinaire, transdisciplinaire, c'est-à-dire que les vraies questions importantes, nous pensons à tort ou à raison que c'est au-delà de l'expertise scientifique et technique qu'elles doivent être résolues par des choix, par une réflexion. Et donc je crois que ça nous dit un peu le rapport que nous devons avoir par rapport à la technique. Une anecdote, il y a un papier qui vient d'être publié dans Science, un des 2 plus grands journaux scientifiques du monde, qui concerne les bonbons. Ça peut avoir l'air un peu distant. Et l'étude montre, une étude neuroscientifique très développée, que si des personnes, avant de commencer à manger des bonbons, imaginent qu'elles sont en train de manger des bonbons, eh bien, elles en mangeront moins
après l'avoir imaginé. Je crois qu'un des rapports avec la technique, on a beaucoup de mal, lorsqu'une innovation technique apparaît, à résister à la tentation, un peu comme des enfants, de l'essayer. Puis après, on verra bien. Et donc peut-être que si nous simulions, si nous imaginions, avant de le faire, les conséquences de l'utilisation de cette technique, ça nous donnerait cette distance et cette réflexivité qui nous permettrait de ne pas nous précipiter dessus, mais de l'approcher avec plus de sérénité. Alors, justement, avant de donner la parole à notre nouvel invité, Jean-Michel Beignet, de votre point de vue, finalement, quelles sont aujourd'hui les grandes interrogations éthiques posées par les nouvelles technologies, particulièrement peut-être dans le domaine de la médecine? Vous parliez tout à l'heure de la question du vieillissement, par exemple, qui sous-tend finalement, on s'en rend compte en vous lisant, un désir d'immortalité dans certains cas, pour certains utopistes. Quels sont finalement ces grands défis? Moi, je dirais que la question éthique fondamentale posée par les nouvelles technologies, c'est de savoir dans quelle mesure on saura résister à l'utilisation de techniques susceptibles de compenser les handicaps en les mettant au service de l'augmentation. Je suis frappé du fait que c'est toujours à peu près dans ces termes-là que se posent les problèmes éthiques. Bon, j'ai souvent utilisé l'exemple d'Oscar Pistorius, oui, parce que cet athlète américain avait posé un problème éthique. Ce serait bien d'ailleurs, oui, je le rappelle brièvement, il s'agissait lors des Jeux Olympiques de Pékin de 2008, de la demande formulée par un handicapé de concourir avec les valides dans le 4x100 mètres, je crois. Oscar Pistorius est un athlète donc handicapé qui a été amputé au-dessus du genou à l'âge de 11 mois et qu'on a équipé très très tôt de prothèses de plus en plus performantes, de plus en plus perfectionnées, et qui est devenu, dans sa catégorie, un athlète tout à fait remarquable, équivalent à peu près à la championne du monde du 4x100 mètres, et il a très légitimement demandé au comité olympique de concourir avec les valides. Et on lui a refusé en un premier temps. On lui a refusé au motif qu'il risquait d'humilier les valides, parce qu'il serait meilleur qu'eux. Ce dépassement que constituerait cet homme cyborgisé, puisque c'est une espèce de cyborg, il a des prothèses électroniques. Donc il allait humilier l'humanité prestigieuse qu'on trouve sur les... Et puis il y a une deuxième raison aussi qui était beaucoup plus peut-être intéressante, en disant mais il va donner de mauvaises idées à certains êtres malfaisants qui pourraient très bien kidnapper des nourrissons, les amputer et en faire des chevaux de course. Il y a eu en tout cas des raisons qui ont conduit ce comité olympique à reculer. Bon, par la suite, le comité olympique l'a autorisé et il n'a pas franchi la sélection. Reste qu'il me semble qu'il pose un problème éthique qui est à peu près le suivant. Le dépassement, l'autodépassement de l'homme qui semble appartenir à sa nature, et qui constitue l'essentiel des idéaux de la modernité. Nous, les êtres modernes, nous voulons aller toujours plus loin, toujours plus haut. Eh bien, dans quelle mesure est-ce qu'on peut les pondérer? Comment faire en sorte de placer le curseur au bon endroit et faire en sorte que ce qui est destiné à compenser une infirmité, un handicap, ne devienne pas le motif pour réaliser une augmentation démesurée qui créerait précisément, effectivement, une humanité inédite et une humanité qui serait déliée d'un certain nombre des prérogatives qui font notre humanité, à savoir la passivité, la vulnérabilité. Comment défendre aujourd'hui une éthique de la vulnérabilité dans un contexte où nous ne rêvons que de fusion avec la machine, de pourchasser ce qui, en nous, freine en quelque sorte nos aspirations et nos performances. Jean-Claude Abenzen, est-ce que vous avez envie de répondre en 3 minutes? Oui, c'est une question intéressante parce que ça dit beaucoup de choses sur notre société. Le handicap est vu comme un moins et pas comme une altérité. Et donc, ce que tu décris, c'est au fond le choc
de voir qu'une personne en situation de handicap peut, dans certains domaines, être plus que des personnes qui ne le sont pas. Ça veut dire que notre vision du handicap est une vision de mesure et d'hiérarchie. Depuis très longtemps, pour une partie des personnes atteintes d'autisme qui ont un syndrome d'Asperger, on sait que ça peut s'accompagner de talents extraordinaires que n'ont pas la plupart des gens. C'est pas pour ça, je veux dire, que c'est choquant. Donc je crois que accepter au fond, que la compensation d'un problème et d'une souffrance puisse apporter des caractéristiques qui font de cette personne une personne autre, indépendamment de ce qu'on mesure en plus ou en moins. Le sport est quand même quelque chose de très particulier, parce que le sport est justement une activité dans laquelle on classe, on mesure. Il y a le premier, le deuxième, le troisième. Mais dans une société où chaque, j'allais dire, singularité peut s'exprimer, je ne crois pas que ça soit important. Par contre, le vocabulaire et la sémantique est importante. Moi, je suis toujours frappé qu'on parle d'hommes augmentés ou d'hommes améliorés. Il s'agit d'êtres humains modifiés. Quand vous dites modifié, la question immédiate, c'est avec quel avantage et quel inconvénient. Si vous dites augmenté ou amélioré, vous avez la réponse même dans la proposition. Et si quelqu'un vient me demander est-ce que vous voulez être amélioré, a priori, je ne vais pas dire non. Donc, il faut se méfier aussi. Non, mais parce que c'est pas ça que je veux dire, mieux. Autre, c'est pas mieux. Je veux dire, c'est comme les médicaments, ça apporte des avantages et ça apporte des effets secondaires. Et si on réfléchit aux conséquences d'une modification, on peut sereinement essayer de l'apprécier. Mais je crois qu'il y a dans la fascination que tu exprimes, il y a ce vocabulaire aussi. Il y a les choses qui repoussent a priori et les choses qui sont tentantes ou qui fascinent, oui. A priori. Alors, il est maintenant l'heure d'accueillir Bernadette Bensaud-Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de philosophie des sciences à l'Université de Paris 1 et vous êtes membre du comité d'éthique du CNRS voilà, et membre de l'IUF, l'Institut universitaire de France. Vous avez, vous aussi, écrit plusieurs ouvrages. Citons peut-être le plus récent, intitulé Les vertiges de la technoscience, est paru aux éditions de la Découverte. Alors, à la suite de l'échange, exercice difficile, de l'échange qui vient de précéder, de quelle réflexion, finalement, souhaitez-vous nous faire part ? Eh bien, il me semble que vous avez présenté tous les deux postures possibles face aux technologies. Et malheureusement, dans les nouvelles technologies, en particulier toutes celles qui visent le dépassement des frontières, le dépassement des limites de la nature, il y a une posture que j'appellerais d'arrogance et une posture d'humilité. Et on est un peu à la croisée, et je dois dire que ce qui me frappe, moi, aussi bien dans les nanotechnologies que dans la biologie de synthèse, ce qui prévaut, c'est l'arrogance. J'entends par là que le donné, la nature, est toujours à transformer. Je reprends ton expression, transformer, modifier, mais modifier au sens de l'améliorer. Et ce qu'on appelle améliorer, c'est en fait soumettre la nature aux normes techniques humaines. C'est-à-dire, on va optimiser. Sous-entendu, c'est nous qui savons ce qu'est l'efficacité, alors que dans le fond, le vivant, il se débrouille pas trop mal. Depuis des milliards d'années qu'il fait, il a sa propre logique bricolage, certes, et mais n'empêche que ça résiste et c'est robuste. Or, le projet de faire du vivant sur le modèle des critères du travail d'ingénieur, avec des pièces standardisées et interchangeables, etc., c'est exactement le projet de la biologie de synthèse. On va faire des vivants qu'on va mettre fonctionnalisés pour qu'ils accomplissent uniquement les fonctions qu'on veut sous contrôle. Donc c'est un idéal d'ingénieur, maître et possesseur de la nature, qui veut avoir tout sous contrôle et pire encore, qui va utiliser les ressources du vivant pour explorer tous les possibles et faire des formes de vie qui n'existent pas sur cette planète. Et là, on n'est plus dans le domaine du fantasme, pour le coup, on est dans le domaine de quelque chose qui... On est dans l'exploration des possibles comme le dieu de Leibniz. Je veux dire qu'on se donne tous les droits, on va faire d'autres vies qui reposeront sur d'autres séquences d'ADN, etc., etc. Et on explore
on verra bien ce que ça donne. Donc il y a cette position, on se met en marge de la nature, maître et possesseur de la nature, au mépris de tout ce que la science nous a appris depuis Darwin, les sciences environnementales, etc., qui nous montrent que nous sommes des parties de la nature et que nous avons à construire un monde commun avec tout ça. Donc il y a cette posture d'arrogance qui me semble être à la fois illusoire et très, du point de vue éthique, assez problématique. Alors que ce qu'on peut retirer de ces mêmes technologies, c'est plutôt qu'on manipule des choses qui sont avec des propriétés émergentes. C'est très incertain. On est en face d'une attitude d'incertitude, et ben, il faut à ce moment-là de la précaution plutôt que de l'arrogance, et qu'on pourrait avoir au contraire une posture beaucoup plus humble et beaucoup plus précautionneuse. Et je prends ça, précautionneuse, non pas comme une envie, il faut arrêter, il ne faut pas aller plus loin, non, il faut aller plus loin, mais il faut aller plus loin avec beaucoup de vigilance et de précaution. J'aimerais citer ce que vous dites dans votre ouvrage. En conclusion, la technoscience construit un monde plat, sans relief, sans repère, un monde lisse, peuplé d'automates performants et peu pensants. Il s'agit donc de reconstituer un paysage avec des reliefs pour constituer un monde habitable. C'est ce que j'appelle civiliser les technosciences. Alors, qu'est-ce que ça serait, civiliser les technosciences? Déjà, reconnaître que entre la nature et l'artifice, il y a quand même des différences et qu'on ne peut pas imposer notre logique technicienne sur la nature. Et aussi, civiliser, je veux dire par là que notre culture est porteuse de valeurs qui sont liées à notre tradition, à la religion, etc. Et que les artifices doivent respecter ces valeurs-là. Donc c'est rétablir des frontières un petit peu et reconnaître que même si les frontières bougent entre la nature, la technique, etc., eh bien il faut les placer, il faut savoir où on veut placer le curseur. Est-ce que vous pensez par exemple aux techniques de clonage ou... Oui, voilà. Il faut à un moment placer le curseur quelque part. Et c'est peut-être ça l'éthique, et c'est peut-être ça le rôle du politique. Et je vais laisser la parole à M. Leonetti. Alors, dans 2 minutes, on va laisser la parole à Jean Leonetti. Mais avant, est-ce qu'un de vous deux a envie de réagir à ce qui vient d'être dit? Sur un point, oui. De compléter. Parce que cette posture d'arrogance, moi, je la vois nimbée de désespoir. Je crois qu'il y a aussi fondamentalement un désespoir. Et j'en tiendrai peut-être pour preuve cette espèce de fascination pour l'immaîtrise, le contraire de cette maîtrise, de cette posture de maître et possesseur de la nature. Aujourd'hui, ceux des technologues qui nous inquiètent le plus sont ceux qui font des expériences pour voir, ou en tout cas qui exploitent, comme tu le disais, qui veulent exploiter tous les possibles. Parce que, précisément, ce qui est ne les satisfait pas, ne les satisfait plus. Ils ont l'impression qu'on a finalement fait tout ce qu'on pouvait faire, nous les hommes, et aujourd'hui, on a mis en place des technologies, et avec ces technologies, eh bien, on pourrait peut-être jeter les conditions initiales de nouveaux systèmes qui se déploieraient sans nous. Cette immaîtrise presque cultivée, c'est Jean-Pierre Dupuy qui dit les apprentis sorciers d'aujourd'hui ne sont pas apprentis sorciers par accident, mais par vocation. C'est le technologue qui dira bah oui, moi je bricole les atomes de la matière, je reconfigure de nouvelles associations, et puis on verra bien. C'est les biologistes de synthèse qu'on appelle déjà des biohackers ou des biologistes de garage qui fabriqueraient des choses pour faire émerger quelque chose, et advienne que pourra, parce qu'on est saturé de ce qui est. J'aime souvent à citer ce triste technoprophète, comme l'appellerait Dominique Lecourt, qui s'appelle Jean-Michel Truong, et qui avait cette sortie absolument implacable. Il disait, mais comment voulez-vous, après Auschwitz, vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme? Vous ne pouvez pas le vouloir. Et Jean-Michel Truong, technologue échevelé, eh bien, milite radicalement pour un transhumanisme, c'est-à-dire pour se servir des technologies comme du moyen de mettre en place les conditions de l'émergence d'une nouvelle espèce qui relèguera l'homme dans la préhistoire.
Jean-Claude Amessani. Oui, moi je penserais dans ce même ordre d'idée, mais peut-être justement avec... prenons la culture, qui est un des outils les plus fascinants que l'humanité ait forgé. Je veux dire, tout parent sait que, je veux dire, ne pas la maîtriser à minima, c'est quelque chose, c'est un gâchis terrible. Et d'un autre côté, vouloir maîtriser totalement l'utilisation de la culture par un enfant, c'est aussi un gâchis. Et donc, entre le laisser faire d'une certaine façon, c'est-à-dire le fait de s'exclure de l'avenir et de le laisser advenir tout seul, et la planification et la maîtrise excessive, il y a deux horizons pauvres. Et donc, comment faire en sorte, encore une fois, que ce qu'on apporte soit au service de chacun et des plus vulnérables, c'est pour ça que je parle des enfants et de la manière dont on se sert de la culture, et pas penser, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très pauvre, à penser que l'idéal d'un monde humain serait un monde constitué de nos fabrications et de nos produits. Il y a quelque chose qui est très pauvre. Donc, encore une fois, tout ce que nous produisons, que ce soit d'ordre culturel, scientifique, spirituel ou technique, est quelque chose d'extraordinaire, c'est neutre. La question, c'est ce qu'on en fait. Comment on décide, comment on choisit de l'utiliser. Au fond, il n'y a pas de technique ou de production technique qui soit bonne ou mauvaise. C'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur les autres qui fait que l'utilisation sera souhaitable ou au contraire néfaste. Alors justement, la question de ce qu'on en fait, on va se la poser. Merci, Madame Binsaud-Vincent. Tout de suite, avec Jean Leonetti, qui est présent ce soir. Jean Leonetti... bonsoir, vous êtes encore un peu loin de la chaise, mais vous arrivez. Vous êtes député des Alpes-Maritimes et maire d'Antibes, Juan-les-Pins. Vous êtes également médecin cardiologue. À l'Assemblée nationale, vous êtes premier vice-président du groupe UMP et rapporteur de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti, c'est comme ça qu'on l'appelle. En 2009, vous avez présidé les États généraux de la bioéthique afin de préparer, comme j'y faisais allusion, la révision de cette loi. Vous avez présidé la mission parlementaire. Et puis, je précise que ces États généraux ont notamment montré que, finalement, cette complexité, la complexité de ces sujets dont nous parlons ce soir, n'a finalement pas été un obstacle à un débat populaire. Et puis avant d'oublier, je précise, Jean Leonetti, que votre dernier ouvrage vient de sortir chez Plomb et qu'il est intitulé « Quand la science transformera l'humain ». Voilà, alors je vous laisse la parole. Voilà, peut-être sur ce thème du débat citoyen. Sur le thème du débat citoyen, d'abord, on a cru à un moment que finalement le débat éthique, technique, c'était un débat qui devait avoir lieu entre les experts. Et qu'entre eux, ils allaient définir les normes et qu'ils allaient, comme vous venez de le dire, madame, placer le curseur au bon endroit. Et c'est pas faire insulte aux scientifiques que de dire qu'il est très difficile à la fois d'être passionné par une recherche et à la fois être celui qui empêche cette recherche en disant avec un regard éthique, je vais m'arrêter là parce que je n'explore pas tout le champ des possibles, ou plus exactement, même en explorant le champ des possibles, je m'interdis de mettre en application telle ou telle découverte. Alors on a réfléchi, on s'est dit peut-être que c'est un comité de sages, mais qui est sage? Et comment choisir le comité de sages? Et puis ensuite, on a fait en sorte qu'on a dit, c'est les élus du peuple. Et la France a choisi, par exemple, de faire des lois de bioéthique et donc de confier aux représentants du peuple le fait, au nom du peuple français, de dire voilà ce qui est permis et voilà ce qui est interdit, de manière un petit peu simpliste. Et puis, lorsque le président de la République m'a confié les États généraux de la bioéthique, on s'est posé la question de dire et comment faire un débat populaire? Et donc, on a emprunté, en dehors de l'utilisation des nouvelles technologies comme Internet, en dehors du fait qu'on a animé un certain nombre de comités d'éthique autour de débats comme ils sont faits ce soir, on a utilisé les méthodes qui seront utilisées au Danemark de jurés citoyens. En fait, on a pris des gens tirés au sort, on les a formés, entre guillemets, techniquement, je dirais purement techniquement et scientifiquement. Et lorsqu'ils ont bénéficié de cette formation, on leur a demandé, est-ce que vous pensez que ça, on doit le faire et que ça, on ne doit pas le faire? Et on a été à la fois surpris des résultats extrêmement pertinents, décapants, intéressants, déstabilisants quelquefois, du peuple français, qui était le
le monsieur qui est le déménageur, celui qui était manutentionnaire, celui qui était cadre, et qui se retrouvaient tous ensemble et qui ont refait émerger des choses que nous croyons tous, par pessimisme excessif, détruits, c'est-à-dire que les valeurs de ce qu'on appelle les valeurs républicaines sont revenues. Ils ont parlé de solidarité, ils ont parlé de non-marchandisation du corps, et ils n'ont pas accepté que l'homme soit considéré comme un outil au profit d'autres hommes. Et finalement, c'est un grand moment de réconciliation populaire. Non, les techniques, la bioéthique sont des débats qui doivent être des débats populaires parce qu'ils ne concernent pas que les experts ou que les politiques considérés comme spécialistes de la bioéthique. Alors, est-ce que justement, à travers ce que vous venez d'entendre, ce qui a été dit ce soir, il y a des débats qui vous semblent nécessaires de poser de manière urgente? Et puis, je pose aussi la question aux deux autres invités, parce que je crois aussi que c'est ça que les téléspectateurs ont envie de savoir. Sur quoi doit-on réfléchir aujourd'hui? Parce que c'est le moment. D'abord, on doit toujours s'interroger. Et l'éthique, c'est une interrogation. La science découvre. Et l'homme s'interroge pour savoir si cette découverte remet en cause les valeurs sur lesquelles est appuyée sa culture ou sa civilisation, et puis remet en cause ce qu'il pense être l'essence de l'homme, comme le professeur Amissen le précisait. Vous avez bien vu qu'il y a des techniques qui libèrent de la contrainte, de la douleur, de la souffrance, qui produisent et qui permettent donc l'amélioration à la fois de l'individu et de l'ensemble de la collectivité, et qui font que les hommes, à un moment donné, se regroupent et sont plus forts ensemble grâce au même moment au fait qu'ils deviennent des techniciens. Ars, d'ailleurs, je vous fais remarquer que ars, en latin, ça veut dire la technique et l'art. Et donc, ça montre bien qu'il n'y a pas de culture sans technique, il n'y a pas de technique sans culture, inversement, de culture sans technique. Le deuxième élément qui me paraît fondamental, c'est que la technique, ensuite, s'attaque aux vulnérables, au sens, elle s'attaque à améliorer la situation du vulnérable et du fragile. Rejoignant cela, c'est la Jean-Claude médecine. Amezen. Je soigne et je guéris des choses qui tuaient. J'ai plus d'épidémie de peste. Comme on le disait, je ne devrais pas avoir des enfants qui meurent dans le monde de pneumonie, de sida ou d'autres. Et enfin, le dernier, ce qui nous, à la fois nous fait fantasmer et nous fait craindre et espérer, c'est que je peux désormais transformer l'homme en tant que tel. Je peux le transformer parce que je peux rêver d'un homme qui serait plus puissant, plus fort. Et on voit bien qu'on peut avoir amélioré la vision nocturne. Pourquoi faire? La guerre. Je vois bien que je peux améliorer les performances sportives. Pourquoi faire? Pour gagner des concours. Et donc, on se dit, attention, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que je suis dans la vulnérabilité que je veux corriger, ou est-ce que je suis dans une vision beaucoup plus prométhéenne? Et puisqu'on vient d'annoncer qu'il ne reste pas beaucoup de temps, moi je voudrais simplement vous dire le sentiment que j'ai vis-à-vis de deux figures mythologiques. Il y a Prométhée. Prométhée, il prend le feu aux dieux, il amène aux hommes dans une générosité qui est aussi quand même un désir de puissance. Et il est puni. Et il est attaché au rocher. Et donc, il est puni dans son désir d'aller au-delà, je dirais, du raisonnable, de la modération. Et puis, il y en a un autre qui est Ulysse et qui m'intéresse dans deux moments. Il y a un moment où, quand même, il traverse l'espace, il est sur un bateau et il y a les sirènes qui vont chanter et il met de la cire à l'intérieur des oreilles de ses matelots. C'est intéressant, mais lui, il ne se met pas de la cire. Lui, il garde les oreilles ouvertes et il se fait attacher au mât par des liens d'hommes. Et c'est peut-être ça une vision de la bioéthique, c'est que je veux savoir, je veux connaître, mais comme le dit Albert Camus, un homme, ça s'empêche. Et à un moment donné, je fixe mes limites et je m'empêche d'aller vers l'illusion des sirènes. Puis il y a un deuxième moment qui est encore plus beau, c'est le moment où il est sur l'île de Calypso, où il y a une femme qui est superbement belle, qui est une déesse, et qui lui donne, s'il le veut, l'amour et la vie éternelle, et il le refuse, et il part vers la terre des hommes, il part vers sa finitude. Et Camus dit aussi là-dessus que nous avons oublié cette fierté de l'homme, qui est l'acceptation de ses limites. Et c'est peut-être ça, justement, être un homme, c'est être fragile
le savoir et assumer cette fragilité, cette vulnérabilité, en faisant quelquefois une force. Alors, est-il possible d'avoir une courte réaction à ce qui vient d'être dit? Jean-Claude Amezen, est-ce que vous voulez bien essayer? Oui, non, mais je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, je crois. Juste peut-être c'est tout le mouvement, pour le début de ce que disait Jean Leonetti, tout le mouvement de la démarche éthique moderne, biomédicale, ça a été la notion de choix libre et informé. D'abord dans la recherche, puis de manière plus paradoxale dans la médecine. Et donc, il y a eu l'idée qu'on ne peut pas décider du bien-être de quelqu'un. Ça va jusqu'au fait actuel dans la loi qu'on peut refuser, si on a réfléchi, qu'on est capable de réfléchir, un traitement qui vous sauverait la vie. En d'autres termes, on ne peut pas, l'expert, celui qui sait, celui qui veut vous aider, ne peut pas vivre à votre place. Et je crois que ce que les états généraux de bioéthique montrent, c'est qu'il est sans doute temps de passer de cette démarche individuelle de choix libre et informé, où l'expert apporte l'éclairage, mais où la personne décide, à un processus collectif de choix libre et informé, qui d'une certaine façon est l'idéal de la démocratie dans d'autres domaines. On peut refuser, mais à condition d'être informé. Et cette information, elle est... De ne pas être vulnérable, de ne pas être en danger, de ne pas être dans l'urgence. Enfin, il y a toute une série... Mais ça veut dire qu'au fond, dans les conditions qui sont les meilleures, l'idéal, c'est de permettre à la personne d'inventer son avenir et non pas de lui imposer de l'extérieur son avenir, ce qui nous ramène à la question des techniques. Mettre à la disposition et non pas imposer à des personnes ce que la technique nous permet de faire. 30 secondes avec Jean-Michel Beignet. 30 secondes, oui. Moi, j'ai été attentif à la description faite de la clairvoyance des citoyens obtenue par le biais des conférences citoyens que vous avez organisées dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Et maintenant, je demande aux politiques comment faire en sorte de convaincre le politique qu'il y a de la clairvoyance chez les citoyens et comment faire en sorte qu'on n'engage pas un débat public sur les nanotechnologies à condition que les citoyens, au final, ne demandent pas le moratoire sur les nanotechnologies. Comment faire en sorte d'organiser un débat sur les OGM de telle sorte que l'avis donné au terme d'une conférence citoyenne sur les OGM ne soit pas précédé par une décision du politique qui libéralisait les OGM. Merci, voilà. merci à tous les 5. Vous êtes seulement 3 sur le plateau. Et puis, je voulais surtout dire un grand merci à Henri Delumlé et à son équipe pour la richesse de ce partenariat, vraiment grande richesse avec l'Institut de paléontologie humaine. J'annonce rapidement le prochain numéro de Mardi des Bernardins, mardi prochain, dans le cadre des colloques Droit, Liberté et Foi, l'homme, corps et âme. Merci et bonsoir.